terre, il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission francophone qui s'adresse aux quatre coins du monde, CAMA, Québec, Europe et Océanie. Donc, ceci est une émission en 10 épisodes où nous présentons un nouveau modèle politique qui a pour objectif de faire de la planète Terre un paradis, tous les humains sans exception. Et ce modèle politique s'appelle le paradisme. Le paradisme repose sur 5 piliers fondamentaux: l'amour, le progrès, le partage, la guidance par le génie créatif et l'humanitarisme, tout cela pour conduire au bonheur. Ensemble, ces piliers visent à créer une société idéale, une société de bonheur et d'épanouissement collectif. Nous en sommes aujourd'hui à notre deuxième rendez-vous sur le pilier du partage. Vous pouvez retrouver la première partie de notre échange sur ce thème sur notre chaîne YouTube, Les Ambassadeurs du Futur, ainsi que les autres piliers développés précédemment, que sont l'amour et le progrès. Donc, le paradisme est une idée amenée par la philosophie raélienne. Donc, qu'est-ce que la philosophie raélienne? Pour nous, raéliens, la vie sur Terre n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'une création qui n'est pas divine, mais une création scientifique par un peuple avancé scientifiquement et venu de l'espace, appelé Elohim. Ces extraterrestres ont façonné toute vie sur Terre, y compris l'être humain, qu'ils ont créé à leur image, grâce à leur maîtrise scientifique avancée, et notamment en génie génétique. Ils ont été pris pour des dieux par nos ancêtres et dans les écrits religieux. Donc le mot Elohim vient du mot hébreu Elohim, qui veut dire ceux qui sont venus du ciel, et qui est un mot pluriel. Donc ces Elohim ont transmis leur savoir à notre humanité qu'ils avaient faite par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs que nous avons appelés les prophètes. Ces prophètes qui étaient des guides spirituels envoyés à différentes époques pour éclairer et accompagner notre développement. Une quarantaine de prophètes, hommes et femmes, parmi lesquels on peut citer Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet, Kimpavita, Kimbangu, etc. Et à travers ces prophètes, les Elohim ont partagé non seulement des messages spirituels, mais aussi des connaissances destinées à aider l'humanité à progresser, à surmonter ses conflits et à se préparer au moment où nous sommes arrivés depuis 45, l'ère de l'Apocalypse. Donc encore une fois, ce mot-là, comme Elohim, il y avait un contresens, ça ne veut pas dire fin du monde, ça veut dire révélation. Pourquoi révélation? Parce qu'en fait, nous pouvons comprendre maintenant, grâce à l'arrivée scientifique à laquelle nous sommes arrivés, notre création scientifique, que nous avons été créés scientifiquement. Et c'est à cette époque, en 45, que les Elohim décident d'envoyer leur dernier prophète, Raël, dont le message est de nous faire comprendre notre origine sans mysticisme et de nous montrer la voie à suivre pour un futur pacifique et scientifique de l'humanité. Car il faut bien comprendre que nous sommes arrivés à un moment crucial où nous devons choisir entre deux voies, soit rester dans l'ignorance et les conflits, au risque de nous autodétruire avec notre science utilisée négativement, soit comprendre l'héritage scientifique et spirituel légué par les Elohim, un héritage indispensable pour entrer dans une ère de paix et de coopération globale. Les Elohim attendent que nous soyons prêts non seulement pour les accueillir à nouveau dans une ambassade, mais aussi pour nous inspirer de leur modèle de société, le paradisme, qui est fondé sur l'intelligence collective, l'harmonie et la suppression des systèmes basés sur la compétition et la destruction. Un monde fondé entre autres donc sur le fameux partage, non seulement des ressources, mais surtout des connaissances et des technologies qui permettront à tous de prospérer dans une paix durable. Aujourd'hui, donc, nous sommes invités à ouvrir pleinement notre conscience à ce savoir universel transmis depuis des millénaires pour avancer vers un avenir pacifique
et devenir à notre tour des créateurs responsables dans l'univers et rejoindre le cercle des civilisations extraplanétaires. Donc aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de ce thème du partage. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, la nécessité de changer notre état d'esprit, de réinventer nos modèles économiques et sociaux en dépassant la compétition et l'accumulation pour une approche inclusive où les avancées et progrès scientifiques et technologiques profitent à tous sans exclusion. Nous avons vu aussi que dans ce cadre, la responsabilisation de chacun est essentielle. Chaque individu est invité à prendre conscience de son rôle dans ce processus et à s'engager activement dans la construction d'une société meilleure. Nous avons aussi abordé, la fois dernière, l'importance de cultiver l'amour des différences, en reconnaissant la richesse qu'apporte la diversité humaine. Alors pourquoi s'en passer? La suite de notre réflexion porte maintenant sur des propositions concrètes pour instaurer ce modèle de partage dans nos sociétés. Et je vais laisser maintenant pour ce faire la parole à Jean-Pierre et à son invité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jean-Pierre Saunier. Avec plaisir, je vous rejoins pour cette deuxième étape dans le paradisme, notamment le partage, comme l'a évoqué et bien présenté Marilyn il y a quelques instants. On est vraiment dans un monde qui est en pleine évolution, en plein bouleversement actuellement. On est en train de se demander si aujourd'hui ou demain, on va avoir des tensions encore plus grandes, et voire même des gros accidents, je dirais, politiques. La société est en train de changer, de se bouleverser, et le paradisme arrive. Le paradisme arrive, ce merveilleux modèle de société qui met sur 5 piliers vraiment sa puissance, c'est-à-dire l'amour, le progrès, la notion de partage, la notion donc de guidance humanitariste et géniocrate, c'est-à-dire avec beaucoup d'intelligence, et puis ensuite tout cela pour fabriquer quoi? Eh bien un bien-être, le bonheur en fait sur la planète tout entière. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder donc ce partage avec, comme le disait Marilyn il y a quelques instants, avec la vision maintenant technique. Comment on va faire pour mettre ce partage en place? Hier, la dernière émission, donc, c'était l'état d'esprit. Mais aujourd'hui, maintenant, soyons concrets, comment allons-nous faire? Alors, j'ai un invité de marque, là, qui est le responsable, donc, du paradisme sur la France, côté francophone, du moins, et qui va répondre à toutes nos questions. Et puis, j'interviendrai peut-être aussi par moment, si besoin est, puisque à l'occasion, je suis aussi donc responsable pour le paradisme à l'échelle européenne. Donc, je peux aussi apporter quelques éclairages. Je ne fais pas que poser des questions, je peux aussi y répondre. Mais voilà. Donc, première, comment dire, premier paysage, le travail jusqu'à maintenant a été confié donc aux instruments donc classiques, traditionnels que l'on a construits depuis l'ère industrielle. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose, il y a un chamboulement fantastique, vous en êtes témoin tous les jours avec le progrès qui dit je peux aussi réfléchir, les robots peuvent réfléchir, peuvent vous entendre, écouter vos besoins, et puis y répondre en plus, c'est ça qui est extraordinaire, ils vous y répondent de vive voix, ou bien ils mettent en œuvre des choses que vous aviez fait hier, et puis que maintenant eux font merveilleusement bien, voire quelquefois mieux. Tout ça, ça va chambouler. Les emplois humains vont commencer à disparaître. Ça, on l'a vu déjà. On voit donc des entreprises qui commencent à dire nous allons licencier X milliers de personnes. Pourquoi? Parce que nous avons mis une infrastructure technologique qui nous permet donc d'aller plus vite et mieux et moins cher. Donc tout le monde va être gagnant. Sauf que les gens qui étaient sur leur poste de travail sont maintenant un peu shootés et le système n'est pas tout à fait encore prêt pour bien assumer et, comment dire, optimiser tout ce chamboulement. Donc, qu'est-ce qu'on va évoquer ce soir? Comment la production étant robotisée, il n'y a plus beaucoup de notions donc aussi de revenus, de salaire, la finance est chamboulée également, donc plus d'argent et bientôt donc plus de gouvernement. Je fais fort, hein, mais c'est ce qui va se passer. On est en train de vivre quelque chose de très, très, très puissant en ce moment. On ne s'en rend pas bien compte encore. Ananta, tu as été invité pendant quelques séances donc sur le paradisme et je suis heureux de t'accueillir une fois de plus parce que tu vas nous apporter tes lumières. Donc, comment tu vois un petit peu
comment dire, cette étape révolutionnaire quelque part. Comment tu vois en fait cette notion de partage? On n'est plus dans l'aspect état d'esprit philosophique, mais je dirais pratiquement, techniquement. Comment toi tu vois ça en tant que responsable du paradisme sur la France? Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Alors, oui, avant de rentrer peut-être dans les détails techniques, mais je pense que tu es plus à même de parler des détails techniques. Je pense que avant tout, il va falloir changer complètement d'état d'esprit. Euh, le capitalisme, euh, vraiment né en droite ligne du darwinisme, qui est une théorie, hein, une croyance, hein, il n'y a rien de scientifique en base sur le darwinisme. Le capitalisme a généré la compétition et la compétition à outrance. Et là, on voit qu'on arrive vraiment à la fin de ce système. Moi, souvent, je prends l'exemple du Titanic qui prend l'eau de toutes parts et qu'ils ont beau, nos chers gouvernants politiciens, essayer de rescotcher, de boucher les trous, le Titanic est en train de couler et il est pas loin de toucher le fond. Et donc, tout ce système-là qui s'effondre, le capitalisme, était et est encore un tantinet à l'extrême. Juste avant de mourir, la bête se bat. Euh, donc, posé sur le- la compétition. Et, et là, et on va arriver au partage, entre autres, le paradisme, lui, est posé sur la coopération. Et pour que effectivement on puisse à un certain moment envisager le partage, et comme l'a justement dit Marilyn, que ce soit le partage des richesses, alors, alimentaires, énergétiques, techniques, scientifiques, médicales, j'en passe et des meilleurs, il va falloir que l'être humain bascule d'un esprit de compétition à un esprit de coopération. Collaboration. Euh, Après, effectivement, il va falloir revoir tous les modèles de production, les modèles de redistribution. Et ça, je pense que tu vas m'en parler beaucoup mieux que moi, Jean-Pierre. Je te repasse la parole. Mais c'est ça, c'est avant tout, parce que ça va très vite s'accélérer. On le voit, on le sent que c'est en train de s'accélérer. Le Titanic touchant le fond, il va bien falloir que certains réfléchissent à un autre mode de fonctionnement sur toute la planète, hein, pas que certains pays, l'ensemble de la planète. Euh, il faut vraiment que l'être humain comprenne qu'on passe d'un ancien système euh, foutu, quoi, vétuste, de compétition à un système de coopération, que l'ensemble de la planète coopère. Et là, oui, on va, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu commençais à ébaucher le discours d'utilisation de tout ce qui peut être intelligence artificielle, robotique. On est arrivé à un stade de l'humanité où on a un niveau technique et scientifique qui est quand même assez intéressant, qui peut dangereusement nous mener à l'autodestruction, ça c'est un fait, mais d'un autre côté qui peut nous emmener vers le paradis, d'où le nom du paradisme. Et dans cette mentalité, cette nouvelle manière de penser coopération et non plus compétition, on va pouvoir effectivement s'aider de tous ces outils. Je te, je te repasse la parole, Jean-Pierre. Je sais que sur le plan des détails techniques, tu en connais beaucoup plus que moi. Sois pas humble et modeste comme ça. Moi, je Tout va bien. Oui, voulais Marilyn. intervenir parce que Evangelos écrit que, en fait, dans le darwinisme, ça a servi de compétition pour les dominants, de justification, mais dans la nature, les animaux ne se font pas la compétition. On peut voir des animaux, par exemple le lion qui va boire à côté d'une antilope. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand ils sont nourris, quand ils s'arrêtent, ils peuvent se fréquenter. Alors que sur la planète Terre, c'est pas le cas. Donc, on a un vaste travail à faire. Et Jean-Pierre, donc, par quoi commencer? Par quoi commencer? Vous l'avez dit tous les deux, ça commence par un état d'esprit. On l'a vu là, le mois dernier, on l'a abordé, cet état d'esprit, où il fallait qu'on se regarde maintenant les uns les autres et de penser qu'on ne fait qu'un.
On est des parasites, là, des petits parasites sur la planète Terre. Hein. C'est insignifiant ce que nous sommes. Nous sommes une petite couche vivante sur la planète Terre, mais qui a une particularité, c'est un pouvoir énorme. Elle a un pouvoir énorme, celui de la science, de la technologie, et puis de faire, comme tu le disais, Ananta, qu'est-ce qu'on fait? Progrès ou autodestruction? C'est ça, c'est le choix. Et on n'est jamais arrivé aussi près de la finalité de l'histoire de l'humanité. Soit on quitte l'état de primitif, où nous sommes encore, qu'on le veuille ou non, nous sommes encore des primitifs, puisqu'on est encore en train de se tuer à droite et à gauche, de se bagarrer pour des histoires de territoire, de terrain et de peur. C'est vraiment des réflexes primaires, de primitifs. Il faut qu'on sorte de cet état d'esprit. Ça, c'est la première des choses. Et puis qu'on commence, comme tu le disais, à rentrer dans un scénario de collaboration, de coopération, d'amour, en fait. Ça ne s'appelle pas autrement, ça s'appelle de l'amour. L'univers qui nous entoure, que l'on est dedans, enfin, on est composé, on compose au niveau de l'infini, il y a une fréquence qui est propre donc, à cet univers, on l'appelle l'amour. C'est la fréquence énergétique donc qu'il y a dans l'univers, et c'est à nous de coller dedans, de se mettre au diapason. On n'en est pas encore là, puisque à l'échelle humanitaire, déjà, à peine sorti du ventre de la mère, on nous apprend, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ananta, la compétition. Tout de suite, à peine né, on est déjà en train donc d'être enseigné dans le système de la compétition où il faut être meilleur que les autres. Qu'est-ce que ça ne peut amener qu'à une seule chose, à une séparation des individus. Et séparation des individus, méfiance, peur, agressivité, violence. Et nous en sommes là depuis maintenant des siècles, mais avec aujourd'hui quelque chose en main, ce sont les technologies qui sont extraordinaires. Comme tu le disais encore, qu'est-ce qu'on fait avec ces technologies? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, la robotique, les nanorobots et tout cela, on voit ce qu'on est en train de faire actuellement. À distance, on est en train de prendre des ondes pour aller faire exploser des téléphones dans la poche des gens qui ont des téléphones. Attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On devient fou, mais on devient véritablement fou, un, de le faire, deux, de l'admettre. C'est épouvantable. N'importe qui sera capable demain de prendre la technologie, la science et puis s'amuser à détruire qui l'envie, à distance et anonymement. Il est temps qu'on arrête ces choses-là. Il est temps qu'on prenne conscience que nous sommes uniques. Il n'y en a pas deux comme chacun d'entre nous sur la planète Terre. C'est une richesse extraordinaire avec des qualités, des atouts extraordinaires que l'on devrait partager plutôt que de se déchirer, de les éliminer. Rentrons dans le partage, c'est déjà ça. C'est déjà comprendre que l'autre qui est en face de moi a quelque chose de fantastique qui peut m'enrichir. Et que moi, de mon côté, je peux l'enrichir. Ça commence déjà ça, par ça. L'individu est-il capable donc de partager ce qu'il est et ce qu'il a autour de lui? Est-il capable d'accueillir ce que l'autre veut lui offrir? Parce qu'il y a aussi cette notion. Je peux aussi apporter quelque chose, mais si l'autre n'en veut pas, comment je vais me comporter? Est-ce que je vais être vexé? Non, il faut que je comprenne l'autre, pourquoi il accepte et pourquoi il ne peut pas accepter. C'est donc la compréhension, c'est savoir écouter. Les peuples devraient savoir s'écouter et les dirigeants devraient surtout, avant de rentrer dans des passions politiciennes et égocentriques, et voire maladives, devraient dire stop, on est des humains. Mais en fait, nous avons les dirigeants que nous méritons. Ça, c'est une chose qui est sûre. C'est nous qui les avons mis au pouvoir. Nous avons une belle démocratie qui nous permet donc de dire tu vas mettre au pouvoir ce que les médias t'ont dit de mettre. Et les médias répondent donc moi, on m'a dit qu'il fallait que je dise ça. Donc, c'est un partage, hein, c'est un drôle de partage. Mais ça, c'est un drôle de partage. Il y a le partage, c'est autre chose. C'est qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Quelle est la richesse qui est là? Qu'est-ce que nous avons comme richesse sur cette planète Terre? Et puis maintenant, comment pouvons-nous exploiter tout cela avec équité, égalité? Mes besoins, mes envies ne sont pas les mêmes que celui de mon voisin. Donc, il faut être à l'écoute, comprendre quels sont les besoins, les envies, la manière de voir les choses. Ça nécessite une relation humaine
une relation humaine, une véritable relation humaine. C'est-à-dire que les peuples soient capables donc d'exister dans leur identité, avec leur qualité, même leurs défauts, et puis découvrir ce qui les fait vibrer, ce qui les fait vivre. Et à partir de là, commencer à réfléchir comment on peut échanger et produire. Il a besoin de ceci, il ne peut pas le produire, eh bien moi sur mes terres, je peux le faire. Donc je vais produire pour cela. Et puis je vais les aider. Comme eux vont m'aider à produire des choses dont j'ai besoin et qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement besoin, mais ils peuvent le faire, ils savent le faire. Il y a toute une histoire d'échange là qui est à mettre en place. C'est un état d'esprit. Les prophètes de toutes les religions ont amené des choses extraordinaires à chaque époque. Hein, tu libéreras ton peuple, enfin tu libéreras les gens de ton peuple, leur donner la liberté, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas les terres de ton voisin, tu amèneras beaucoup d'amour à l'ensemble. Ça, ce sont tous les prophètes qui sont passés de toutes les religions, qui développent ta science pour pouvoir ne pas être un idiot et imbécile. C'est tout ce qui nous a été enseigné, mais qu'on n'a pas tout à fait mis vraiment comment dire, en application totalement. Il est temps aujourd'hui de le faire et d'aller vite parce que les Elohim, quand ils ont pris contact avec Raël, ils nous ont dit une chose qui était importante. Et politiquement, il faut en tenir compte. Aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire quand elle a acquis les moyens pour pouvoir en sortir si elle n'a pas maîtrisé les démons qui l'animent. Si elle ne les détruit pas, ces démons, elle s'auto-détruit. C'est-à-dire que moi, avec ma puissance technologique, scientifique qui me permet de partir dans l'espace, je peux dominer mes semblables. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Mais mon voisin, lui, il va dire, mais je ne veux pas me laisser dominer. Et puis il va faire la même chose. On va être en grief, et voire en conflit, et voire en guerre. C'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Mais avec les atouts dont on dispose pour partir dans l'espace, on est capable de maîtriser l'atome et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'éradiquer l'autre, d'enlever véritablement son existence. Mais les uns et les autres ne vont pas se laisser faire et on va arriver à quoi? À l'autodestruction. C'est-à-dire qu'on aura vécu sur cette planète Terre un certain nombre de millénaires et puis on disparaîtra à jamais et puis personne ne se rappellera de nous. Voilà ce que l'on risque de voir arriver. Il est temps, il est plus que temps aujourd'hui de commencer à penser unité, véritablement. Un mondialisme, mais un mondialisme qui n'est pas un mondialisme financier, mais qui est un mondialisme d'amour et de partage. Voilà vers quoi déjà il faut tendre. Puis ensuite, il y a les aspects techniques. Alors justement, les aspects techniques. La technologie arrive, de plus en plus de métiers sont pris en main par l'intelligence artificielle, par des robots, etc. Donc beaucoup de personnes deviennent licenciées, sont bannies de leur travail. Comment tu vois ça? Comment vous voyez ça, vous les paradistes? Comment nous voyons ça, nous les paradistes, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette étape où les gens, privés de leur travail, ne peuvent plus manger, etc. Comment la société peut réagir par rapport à ça pour aider les personnes qui vont subir l'arrivée des nouvelles technologies? Pour l'instant, elles vont subir, mais il faut qu'elles puissent en profiter. Comment faire? Déjà, un premier point, il y en a plusieurs, mais donc on voit effectivement de plus en plus arriver les intelligences artificielles, les robots, et comme le disait justement Jean-Pierre, prendre la place de certaines personnes. Alors, c'est souvent un challenge pour nous paradistes, c'est d'aller expliquer à des personnes, on peut prendre l'exemple par exemple d'ouvriers sur une chaîne de montage automobile, en lui disant mais t'inquiète pas, le paradisme c'est le paradis, les robots au boulot, et là du coup la personne te regarde en disant oui mais si c'est un robot qui prend mon boulot, moi je me retrouve au chômage, à la rue, je fais comment pour vivre et tout. Et c'est là où effectivement il va falloir mettre quelque chose en place. Le robot, oui, le robot n'est jamais malade, ne tombe pas enceinte, n'a pas de congé maternité, ne demande pas de congé, il peut travailler 24 heures sur 24, au pire, s'il tombe en panne, il y a un autre robot qui vient le réparer, donc effectivement, pour le patron, pour reprendre des termes anciens, ah bah c'est le rêve.
mais le robot qui fait gagner de l'argent au patron et qui travaille 24 heures sur 24 sans jamais être malade et sans jamais partir en congé, il n'est pas là pour prendre la place d'un humain et mettre l'humain, le jeter dans le mal-être et la pauvreté. Il est là, au contraire, pour faire un job qui peut-être n'était pas épanouissant pour l'humain, qui était même peut-être destructeur pour l'humain. Je sais pas, bon voilà, je suis quand même pas tout jeune. Je pense que vous vous souvenez tous, moi ça me choquait quand j'étais petit, près de l'école, quand il y avait des travaux, c'était un pauvre gars, d'ailleurs un émigré du Maghreb, bien entendu, ou d'Afrique noire, et qui était avec un marteau-piqueur, on appelait ça comme ça, un marteau-piqueur. J'ai même pas souvenir qu'il avait un casque, et ça lui remuait les tripes, mais ça devait lui faire remonter les tripes dans les amygdales. Mais le pauvre gars, enfin, je veux dire, arrivé à 50 ans, il devait en faire 80 et avec des problèmes, quoi. Là, je suis content de voir que maintenant, il y a des robots qui font ça à la place d'êtres humains qui se détruisent la santé. Maintenant, là, ce qu'il va falloir mettre en place comme système, c'est que l'entreprise qui utilise des robots, qui fait encore plus de profit en attendant qu'on change complètement de système, parce que là, on va être dans une phase d'ici peu, hein, l'année prochaine, dans 2 ans, on va être dans une phase de basculement, pas complètement vers le paradisme, mais on va être entre deux chaises, entre la fin du capitalisme et le début du paradisme. Mais il faut que ces robots qui génèrent des profits, qui en génèrent peut-être encore plus, puisqu'ils sont jamais malades et qui prennent pas de congés, génèrent de l'argent qui revienne à l'ensemble de la société et qui soit redistribué aux personnes à qui les robots ont pris les postes. Et d'ailleurs, tu as abordé, je crois, le sujet, Jean-Pierre. Je prends l'exemple de cet ouvrier qu'on va appeler Monsieur A. Peut-être que son rêve à lui, comme dans la chanson Le blues du businessman, c'était d'être un artiste et qu'il est obligé de s'user la santé sur une machine-outil pour faire vivre sa famille, payer le crédit de la maison, de la voiture, les études des enfants, et ainsi de suite. Mais lui, si il reçoit, et là j'y viendrai, et j'adore ce terme d'allocation universelle de bien-être, l'aube, et non pas un revenu. Un revenu demande quelque chose en échange. Je te donne, mais il faut qu'en échange, tu me donnes de ton temps, d'un service ou quoi. Une allocation, je te donne quelque chose, tu y as droit et basta, je ne t'attends rien en retour. Donc j'aime bien ce terme d'allocation universelle de bien-être, comme tu l'as appelé Jean-Pierre. Et bien là, à partir de ce moment-là, cet homme qui, au lieu de se ruiner la santé pour faire vivre sa famille sur une machine-outil sûrement bruyante, horrible, va avoir cette allocation universelle de bien-être qui va lui permettre de pouvoir vivre aisément. On n'a pas dit qu'il allait s'acheter la dernière grosse Mercedes, ça, ceux qui en ont envie qui pourront le faire, mais en tout cas pouvoir vivre décemment avec son allocation et pouvoir s'épanouir, créer, s'épanouir. Il rêvait d'être un artiste, on va dire un peintre peut-être, un peintre artiste, et peut-être qu'il va enrichir l'humanité, et ça c'est le nouveau Monet, le grand peintre, qui va venir enrichir l'humanité, mais on peut même aller plus loin. On peut imaginer que cet homme-là, toujours Monsieur A, n'étant plus sur sa machine-outil à perdre sa santé, en fait, est un génie. Mais il n'avait pas le temps d'exploiter son génie. Alors, c'est pas un génie artistique, un génie technique. Et il n'avait pas le temps d'exploiter ça parce qu'il rentrait tous les soirs très tard, fatigué. Une fois qu'il avait mangé, pris sa douche, il était allé se coucher. Il n'avait pas le temps d'exploiter ces idées géniales. Peut-être qu'il va inventer, je sais pas, un nouveau système de centrale énergétique où l'énergie nucléaire sera complètement caduque, ce sera complètement propre. Voilà, un nouveau Tesla, voilà. Et ben, qui le dit? Moi, je suis sûr que des tas de personnes qui s'échinent sur des boulots dans les champs, dans les usines, à ruiner leur santé, sont des Einstein ou des Tesla en puissance. Et ça veut dire aussi que, en plus du bien-être apporté à ces gens-là, on passe à côté de choses fantastiques pour l'avenir de l'humanité. Comme tu le dis, 0,5 à 5% de l'humanité sont des super génies, hein, qui ne sont pas exploités du tout. D'ailleurs, on n'en fait pas cas, on ne veut surtout pas qu'on les voit, comment dire, sortir de l'océan, parce que c'est gênant d'avoir des gens qui sont plus intelligents que nous, hein, et on ne favorise pas justement cette notion de génie.
Et il va falloir y venir, ça c'est sûr. Là où tu m'as fait sourire, c'était quand tu parlais donc des industriels qui vont donc produire avec les robots, remplir leurs stocks, les stocks, des stocks, des stocks, des stocks. Mais si plus personne n'a d'argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec les stocks? On ne peut pas les vider. Il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, là, il y a une incohérence. Le robot produit in vitam aeternam, et les stocks se remplissent, mais il n'y a plus personne qui a le pouvoir d'achat, ce fameux pouvoir d'achat. Donc, monsieur riche se retrouve avec une fortune dans ses stocks qu'il ne peut pas écouler. Ça sous-entend donc que le système là est en train donc de s'écrouler, qu'on le veuille ou non. Il s'écroule. Il est indispensable là maintenant de mettre autre chose en place. Tu viens de parler de l'aube, c'est-à-dire l'allocation universelle de bien-être. Ben, c'est ce qui arrivera. Ça ne va pas se faire tout de suite, bien sûr, mais on est appelé à voir une société qui va faire en sorte de voir disparaître le travail contraint. Je dis bien contraint, c'est-à-dire ce qu'on est obligé de faire pour survivre et pour vivre. Et puis, on va voir également, par la force des choses, quand il n'y aura plus du tout d'humain à poste de travail, ce qu'on appelle des postes de travail, un salarié et autres, il va falloir penser que à quoi ça sert l'argent? L'argent ne sert plus à rien, puisque la production est là. Elle peut assurer à toute l'humanité, par rapport à toute la qualité qu'on a en termes donc, de robotique, de travail qui a été fait là-dessus, de productivité, il n'y a plus qu'à redistribuer. Et c'est là où il y a une nouvelle politique qui doit se mettre en place, c'est faire en sorte que les entreprises, à un moment donné, seront gérées effectivement par des gens compétents pour faire en sorte que ça fonctionne en attendant que l'intelligence artificielle ne prenne en main tout cela, parce que c'est ce qui arrivera. À un moment donné, on va confier à l'intelligence artificielle de gérer toute la robotique planétaire de production et de répartition. Ça va se faire. Les 20, 30 à 40 années à venir, c'est ce qui va être développé et c'est ce qu'on va voir, qui va fonctionner tout à fait normalement et on va éclater de rire de dire mais qu'est-ce que nos grands-pères étaient en train de faire à s'échiner, à se casser la tête pour pouvoir. Il y a maintenant des robots qui font tout ça. Chez les Elohim, là-haut, il n'y a plus personne qui travaille, ça n'existe plus. Depuis des millénaires. Ça fait des millénaires qu'ils ont échappé à tout ça, mais nous entrons dans ce modèle de société où il y a plus de travail contraint. Je n'ai pas parlé d'activité parce que chacun d'entre nous, comme tu l'as dit, Ananta, aura des activités épanouissantes, celles qui vont faire plaisir, qui vont donner du bien, qui vont valoriser l'individu pour lui-même quand il se regarde dans un miroir, et puis valoriser par rapport aux autres qui vont admirer ce qu'il a pu faire et qu'il n'aurait pas fait en temps normal. Donc, il y a déjà tout cela là, qui est en train de se profiler aujourd'hui et qui fait peur à quantité de gens, notamment pour beaucoup de grands possédants. Parce que d'un seul coup, ils s'aperçoivent qu'ils vont redevenir comme tout le monde, c'est-à-dire des humains, et plus du tout des grands financiers, mais des humains. Les richesses, elles vont être là, dans la tête. Les richesses vont être là pour produire des choses nouvelles, pour apporter un progrès fantastique. Tu l'as dit, M. Lambda, qui est lui en train de s'échiner, ne pense pas à utiliser tout cela parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas l'énergie, et d'un seul coup, il a le temps, il va se révéler. Donc, plus de travail, plus d'argent. Puis à un moment donné, on parlera politique également. Il faudra qu'on voit aussi un petit peu le processus politique. On le verra le mois prochain, ça, avec la guidance. Mais bon, ne déflorons pas. Tout ça, ce sont des chamboulements extraordinaires qui sont en train de se préparer et il faut que chacun d'entre nous s'y prépare. Alors, comment cette société va gérer tout cela? Identification des besoins. Il faut qu'on fasse un effort pour dire mondialisons un petit peu notre réflexion. Mondialisons notre réflexion et pas par une ONU bidon, pas par un gouvernement mondial financier, mais par rapport à l'humain. Quels sont les besoins, quelles sont les ressources nécessaires pour que chacun puisse bénéficier du, j'aime pas le mot minimum vital, mais le minimum de bien-être, que chacun puisse l'obtenir, cela.
On peut passer par l'allocation, effectivement, donc unique de bien-être. Ça sera une étape. Mais il y a des choses qu'il va falloir mettre en place avant avec la relation entre le peuple et les propriétaires. Il va falloir qu'ils commencent à travailler ensemble pour créer ce problème, ce nouveau système de société qui va être un problème pour tout le monde, c'est vrai. Mais il faut que ce soit le peuple, les riches, les politiques, qui ensemble se mettent à la table et disent maintenant doit changer ce monde. Voilà, donc on arrive à une question. Il n'y a pas très longtemps, on savait qu'il y avait 10 personnes qui possédaient 90% de la fortune de la planète. Comment? Donc c'est là, ce sont des terres, ce sont des entreprises, etc. Comment faire en sorte que leur possession soit redistribuée? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Et ensuite, dans le message donné par les Elohim, on parle de location. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? 49 ans, 9 ans, 9 fois 9, 7 fois 9, voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Comment ça va se passer? Tu veux répondre, Ananta? Alors, Jean-Pierre, je préfère te passer la main. Je sais qu'il y a le bail amphithéotique, il y a tout un système. Tu maîtrises mieux que moi tous les tenants et les aboutissants de ce système-là. Et oui, je préfère même t'écouter parce que j'ai à apprendre là. Ben, on va rester simple, hein. On ne va pas parler de termes techniques comme tu viens de l'évoquer, mais simplement par une logique, je dirais, purement humaine. Là, on va passer par ce qu'à une certaine époque, ça a effrayé la planète, c'était la notion de communiste. Rappelez-vous de ça, à l'époque, on voulait mettre tout ensemble et puis que ça appartienne à tout le monde. Mais ce qu'on avait oublié de faire, c'était de laisser la valeur aux humains. On avait voulu tout standardiser. Tout standardiser. Non, c'est pas du tout ça. Il va falloir qu'on le veuille ou non, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en place une conscience collective. Une conscience collective qui dit on rentre dans le progrès ou on s'autodétruit. Il faut que tout le monde l'entende, ça. Il faut que tout le monde l'entende. Et ça va être très rapide. La décision sera très rapide. Ensuite, la mise en œuvre sera un petit peu plus longue. Mais tous ces biens qui sont autour de nous, là, tout ce qui appartient à quelqu'un, eh bien, il y a la notion d'héritage aujourd'hui qui est quelque chose, je dirais, d'épouvantable. Parce que on communique un héritage, on transmet un héritage à quelqu'un qui, quelque part, est apte ou inapte à faire. Et puis, il s'enrichit avec ce qu'il a reçu. Bien souvent, il le dépense, mais ça ne fonctionne pas nécessairement bien. L'héritage, eh bien, quand quelqu'un décède et qu'il est grand propriétaire de quelque chose, eh bien, tout son patrimoine va être remis à la collectivité, sauf la maison familiale. La maison familiale, elle restera toujours à la famille. C'est la maison familiale. Mais tout ce qui est l'environnement patrimonial de richesse, d'entreprise et autres, doivent revenir à la collectivité, puisque c'est quand même la collectivité qui a permis à cette personne de s'enrichir. Ça doit revenir à la collectivité. Ça veut dire que les postes vont être, tant que les robots ne prennent pas toutes les places, ben les postes de direction et autres seront vacants et des gens qui seront des candidats qui auront été sélectionnés, comme on le fait pour des grands postes de direction et autres, seront des gens qui vont être aptes à prendre la suite s'ils en sont candidats, bien sûr. Il y aura des postes à pourvoir. Mais ce sera des entreprises qui appartiendront à la collectivité. Les bails seront de 7 ans. Un chef d'entreprise aura son entreprise pour 7 ans, reconductible 7 fois. Comme tu le disais, Marilyn, 7 fois 7, 49. À bout de 49 ans, cette société lui appartient. Elle lui appartient pour le restant donc de ses jours. On sait que la vie va un petit peu s'allonger aussi. Eh bien, il va devenir le patron après 49 ans. Et puis, lorsqu'il va décéder, de nouveau, la société qu'il a va repartir au patrimoine, collectif. Ce qui fait que pendant 49 ans, un outil va être au service de la population, sous l'autorité
d'une direction, bien sûr, qui va être aidée par les intelligences artificielles, les robotiques et tout ce qu'on sait, mais qui a pour but de produire pour le bien-être des peuples, pas pour un portefeuille personnel ou d'actionnaires. On n'a plus rien à voir là-dedans. Et puis, si l'argent, bien sûr, va commencer à disparaître petit à petit, et voire complètement, bien, on sera véritablement dans le paradisme, c'est-à-dire que des responsables d'entreprises vont produire pour pouvoir apporter des réponses aux attentes et aux besoins des peuples. Ça veut dire qu'il va falloir y avoir un collège mondial de guidance. On le verra donc la prochaine fois, hein, mais c'est un collège qui sera là pour entendre, comprendre, faire réfléchir, faire produire des réponses aux besoins. Et des besoins partout. Et comme je le disais tout à l'heure, les besoins ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Donc il va falloir que cette intelligence qui va gérer tout cela soit capable d'entendre, de comprendre les besoins et de lancer les idées de production à tel endroit selon les capacités des producteurs. C'est quelque chose qui est basique, mais qui est tellement difficile mentalement à faire. Un autre aspect, regardez, aujourd'hui, si l'on voulait, c'est juste un exemple pour rire, hein, ne le prenez pas au sérieux, mais prenez-le. Je vais travailler, je suis en âge de travailler puisque le travail existe encore. Ben, je vais faire mon boulot parce que je sais qu'il est utile et qu'il est nécessaire pour que la société bénéficie de l'œuvre de mon travail. Je vais bosser. À la fin du mois, je ne demande pas de salaire. Mais tout au long du mois, j'ai le droit d'aller dans n'importe quelle boutique chercher ce dont j'ai besoin. Besoin. Pas nécessairement des trucs délirants, mais je rentre dans un état d'esprit où je me permets donc d'aller au magasin chercher ma victuaille, ma nourriture et autres. Il n'y a même plus besoin d'argent. Chacun fait. Le transporteur de la boîte machin productrice au magasin transporte gratuitement. La personne qui produit gratuitement. L'autre qui distribue gratuitement. Chacun fait son job. Chacun fait sa responsabilité, prend sa responsabilité de dire j'ai ma part d'activité pour que ça marche. Aujourd'hui, on serait capable de faire ça. C'est un mot d'ordre planétaire, une volonté planétaire. Puisque, regardez autour de vous, tout se fait. Tout se fait. Le seul mécanisme qui fait qu'on le fait, c'est l'argent. Mais si on avait l'état d'esprit de dire, allez, faisons comme les abeilles, faisons comme les fourmis, travaillons pour les saints, pour faire en sorte que tout vive parfaitement bien. C'est ce qu'on évoquait tout au début, c'est la notion d'amour. Je viens apporter ma participation et je viens prendre ta participation parce que tu me l'offres. C'est cette humanité que l'on pourrait déjà avoir aujourd'hui si on n'avait pas mis en place cette notion de compétition, de capitalisme, de tout. Le capitalisme, c'est une peste monumentale qu'on a mis en place, mais qui est là, et il faut qu'on réussisse à voir disparaître ce système. Mais ne serait-ce que l'état d'esprit que je viens d'évoquer, je n'ai pas dit qu'on le fasse parce que ce n'est pas encore possible, mais l'état d'esprit devrait rentrer dans la tête de chacun d'entre nous, et si je bossais gratuitement et que personne n'attende de salaire de quoi que ce soit, mais qu'on puisse aller dans la boutique du coin chercher ce dont on a envie, on a besoin, parce que c'est produit, il y a quelqu'un qui l'a produit pour nous. C'est un état d'esprit. Mais ça commence par ça. Hein, est-ce qu'on veut vraiment une société comme une ruche d'abeilles ou de fourmilières, où chacun amène sa part et puis tout le monde est heureux et que ça vit vachement bien? On peut le faire. Ça, c'est pas un aspect technique, mais ça commence par là. Ça sous-entend donc le fait de dire rassemblons-nous, patrons, riches, financiers, politiques et puis peuple. Est-ce qu'on fabrique un monde où on peut pratiquer ça, le paradisme? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut commencer déjà Oui, par ça. mais Jean-Pierre, ça peut être un peu brutal ce que je veux dire, mais je sais que tu le partages bien entendu cette vision-là.
Mais l'être humain, il a pas 36 solutions. Tu l'as abordé tout à l'heure. On est à la croisée de deux chemins. C'est soit on se met tous d'accord, parce que tu parlais effectivement des politiques, les financiers et tout, qui peuvent faire la fine bouche en disant oui, moi j'ai pas envie de partager le gâteau. Ça me fait toujours penser à l'image d'Obélix et Cléopâtre, où il coupe le gâteau qui est empoisonné, il coupe trois parts, et Astérix lui dit trois parts Obélix, et il fait un, deux, puis le restant du gâteau, c'est sa part à lui, quoi. Alors, c'est un peu ça, là, c'est les gens qui dirigent le monde. Mais je pense qu'il faut réellement qu'ils comprennent que il y a pas 36 choix, il y en a deux. C'est soit on met en place ce qui pourra s'appeler le paradisme, et soit c'est l'autodestruction. Il n'y a pas à tortiller des fesses. Voilà. Donc on doit voilà, et on doit tout faire pour que ces gens-là comprennent qu'on doit aller dans cette direction-là. Et puis, par rapport à ce que tu me disais, moi j'adore cette image où voilà, bah tu rentres dans ton magasin et puis tu fais tes courses pour la journée ou pour la semaine d'ailleurs. On y est presque. Parce que quand on voit qu'il y a des camions, des voitures qui se conduisent sans humain, quoi, que pilotés par un robot électronique, euh, quand on voit que dans certains cafés, j'aime beaucoup une émission, alors je fais pas de publicité, mais il y a une émission qui passe sur YouTube, Vision IA, qui donne des nouvelles. Alors autant des fois, bon, il peut y avoir l'aspect militaire, mais ça permet de voir aussi ce qui peut se faire. Mais des robots qui peuvent être dans des cafés pour servir, qui peuvent apparemment, dans moins de 10 ans, on aura tous un robot domestique à la maison, quoi, qui sera là pour faire le ménage, nous servir, ainsi de suite. Donc ça veut dire que le rêve entre autres, du magasin dont tu parlais, mais c'est possible, c'est possible. Le livreur, bah, c'est un robot. La personne qui vous sert dans le magasin, qui ouvre le matin, qui le ferme le soir, qui fait la caisse, le ménage et qui reçoit la marchandise, c'est un robot ou des robots. Donc on y est presque, quoi. Vraiment, c'est demain quand je vois la vitesse à laquelle ça évolue. Au début, je me disais, ouais, je serais pas encore vivant pour voir arriver tout ça. Mais quand je vois la vitesse à laquelle ça évolue, ce que tu nous donnes là, moi, je trouve que ça fait rêver. Ce qui est beau aussi, c'est que, voilà, ça met des étoiles dans les yeux, ça fait rêver le paradisme. Et pas que ceux qui souffrent à leur travail, mais vraiment tout le monde, quoi. C'est vraiment pour demain. Je pense qu'il faut aussi que les gens comprennent que c'est pas une utopie. Enfin, et encore une utopie, c'était les gens qui voyaient plus loin que le bout de leur nez. Mais c'est pas pour dans 10 ans, 20 ans, 40 ans. C'est vraiment pour demain. Et oui, Evangelos est en train de dire dans le chat qu'au Japon, il y a déjà un hôtel où le patron de l'hôtel est une intelligence artificielle. Hein, c'est assez... Et c'est pas qu'au Japon, il y en a un peu partout maintenant qui commencent à arriver, et où l'intelligence artificielle commence à prendre la direction de certaines opérations dans des entreprises. Hein, c'est pas un mal. Le tout, c'est toujours pareil avec cette notion d'intelligence artificielle, c'est comme la main. Qu'est-ce qu'on fait? On caresse avec la main ou on serre le poing et on tape. C'est le choix qu'on a entre les deux oreilles. Est-ce qu'on a un petit poids ou un cerveau? Ça, c'est une autre histoire. Notre science, notre technologie que l'on va partager partout, parce qu'il va falloir partager toute cette technologie, cette science, qui n'est pas un seul pays, un seul peuple qui soit mis sur la touche. Il faut que le partage se fasse au niveau donc de la production technologique et scientifique et que chacun puisse en bénéficier. Bien, ces technologies-là sont là maintenant, elles arrivent à une vitesse fulgurante. Elles arrivent à une vitesse fulgurante et elles vont chambouler en fait tous nos modes de fonctionnement actuels. C'est ce que tu viens de dire. On est en train de vivre une époque fantastique. On rentre dedans et on est encore accroché à nos systèmes et valeurs du passé. Alors oui, on est accroché à nos valeurs du passé, donc à notre argent. Il y a des coffres dans les banques dans les pays où il y a des tonnes d'or, plus ou moins. Il y a des banques qui font des opérations bancaires avec le crédit, etc. Comment faire en sorte concrètement de passer à cet état où l'argent est important à une société où il n'y a pas d'argent? Et Jean-Pierre, je te laisse répondre une nouvelle fois. Mais par la force des choses, on y arrive.
on y arrive. Qu'est-ce que c'est que l'argent aujourd'hui, enfin depuis que c'est là? C'est une production d'un instrument, parce que c'est un instrument, pour échanger. Alors au départ, c'était bien bienveillant parce que c'était simplement un outil de service pour les voyageurs, de manière à ce que quand ils déposaient des choses ici et là dans leur parcours, ils puissent les déposer et l'argent servait donc de garant, hein. Et puis ça a commencé à devenir un instrument qui était de plus en plus un instrument de possession, hein, c'est à moi, ça, c'est moi, ma richesse. C'est la possessivité qui a commencé à entrer dans les neurones. Et puis on arrive aujourd'hui à une société de possédants, hein, et le malheureux qui n'a pas les moyens de posséder, eh ben, il fait partie du bas peuple, comme on dit, hein, et puis il doit exécuter ce qu'on lui demande de faire. Euh, on n'est plus à cette époque-là où justement la notion de robot, d'intelligence artificielle nous dégage de tout cela et quelque part évacue de notre esprit, qu'on le veuille ou non, cette notion d'argent, que ça va venir. C'est pas encore aujourd'hui, mais ça va venir parce que quand on va trouver de plus en plus donc de productions qu'on n'imaginait pas exister, et puis que de plus en plus de gens sont sur la touche, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de travail, là, le peuple ou les hautes sphères vont être, comme on le disait en début d'émission, obligés de penser nouveaux systèmes. L'argent n'aura plus de valeur quand, on le disait aussi, il n'y aura plus d'employés. C'est une chance fantastique que les robots arrivent et nous évacuent des postes de travail. C'est pas un malheur, c'est une chance fantastique parce que d'un seul coup, une production se fait sans qu'on soit obligé de payer quelqu'un pour le faire. L'esclavage que l'on connaît aujourd'hui va disparaître. Alors, en laissant, si on reste dans le système, dans un monde où seuls les gros possédants vont pouvoir tout posséder et laisser mourir les autres. Mais ça ne peut pas se faire. C'est pas possible. Les gens, les peuples vont dire, attends, moi j'existe, je veux ma part aussi de tout cela. J'ai participé à tout cela. C'est une prise de conscience. Et on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut qu'on se rassemble tous et puis qu'on dise, bon, on a un nouveau système à mettre en place et où les valeurs ne sont plus du tout les mêmes. C'est amour, c'est toujours le progrès, c'est le partage, répartissons équitablement tout cela, c'est une intelligence qui gère tout cela, une intelligence créative, et puis c'est un objectif, un but, c'est faire en sorte qu'il y ait le bien-être partout sur la planète pour que chacun puisse construire son bonheur. C'est une décision qui doit être collective. C'est une décision. On ne pourra pas faire disparaître l'argent si on ne le décide pas. C'est important, hein. Ça ne pourra pas disparaître si on veut rester esclave. Parce que même les riches, qu'on le veuille ou non, ils sont esclaves de leur richesse. Accepter la technologie, accepter l'évacuation des postes de travail, accepter le fait que je puisse rester chez moi, à penser, créer, m'épanouir, accepter le fait que je peux aller chercher dans les boutiques ce que j'ai envie, parce que c'est produit. C'est comme ça que tout ça va se mettre en place. L'argent va disparaître par la force des choses. Mais il y aura des mécanismes à mettre en place, des réglementations à mettre en place dans un premier temps. Qu'on le veuille ou non, la législation, la gouvernance va être obligée de passer par des systèmes et des choix. Ça ne pourra pas se faire si on laisse aller bêtement les choses. Non, il va falloir dire à un moment donné, tous, sans exception, du plus humble au plus haut, de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on veut le bonheur de l'humanité? Est-ce qu'on veut enfin être une humanité? Une des étapes par rapport à l'argent, est-ce que ce serait pas de faire une monnaie non thésaurisable
Ça évite que les gens amassent l'argent, le gardent. Hein, tu avais avancé cette idée-là. Je crois que cette idée est Oui, dans la Constitution. c'est la clé. Tant que l'argent existe, il ne peut plus être thésaurisable. C'est ce qu'il faut qu'on se mette en tête. On ne peut pas investir sur de l'argent pour faire de l'argent. C'est un état d'esprit. Arrêtons les notions d'épargne et de tout cela, de, de bourse. C'est un gros effort qu'on fait dans la mentalité des humains aujourd'hui. On leur demande de faire, c'est de sortir de ce schéma. Tout n'est qu'un état d'esprit aujourd'hui. On a le choix aujourd'hui, on a la possibilité. Hier, ce n'était pas le cas. Quand les gens parlaient du communisme, ben non, on n'avait pas des outils qui remplaçaient les humains. Aujourd'hui, nous avons des outils qui remplacent les humains, partout. Et plus on va avancer, plus on va libérer les postes de travail. Qu'on le veuille ou non, ça va être comme ça. On est pris dans ce roulement, qui est le roulement d'une société humaine qui progresse. Maintenant, il faut que les mentalités progressent avec. On a un gros travail, nous les paradistes, c'est à faire passer cet état d'esprit de changement du monde où nous sommes un. Et on passera à une autre étape encore après, un avec l'univers. Mais commençons déjà à passer un ici, sur notre Terre, sur notre planète, à faire en sorte que les frontières disparaissent, n'ont plus besoin d'être, que la peur du pays à côté existe parce qu'il est plus riche que nous et puis il veut encore nous accaparer des tas de choses. Non, c'est fini. Parce que les mentalités se doivent maintenant d'être unies pour faire avancer cette humanité, et pas ce peuple de barbares, ces peuples de barbares. Ensuite, cette technique, c'est fait, effectivement, il y a la notion d'héritage, on l'a vu, c'est indispensable. Il faut qu'il y ait un bouleversement de l'héritage, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette notion, donc, euh, au décès, le patrimoine, sauf la maison familiale, revient à la collectivité, à la communauté, de manière à ce que cette richesse-là puisse permettre d'avancer, de faire développer, de bien répartir, ne serait-ce que déjà le patrimoine appartienne à l'ensemble. Ça, c'est la notion d'héritage. Accepter le fait que les technologies nous remplacent. Pour monsieur lambda et monsieur tout le monde, madame tout le monde, c'est une étape importante à franchir. Accepter le fait de pouvoir être enfin dans une situation normale de chômage. C'est un état naturel, le chômage, quand on a la technologie tout autour de nous pour ça. Oui, bien sûr, je vais rentrer, chouette, là, mon poste va me libérer, je vais être au chômage. Quel bonheur! Je vais pouvoir avoir du temps disponible pour moi, parce que j'ai, dans la pyramide de Maslow, mon plancher de sécurité qui est assuré par l'ensemble de la collectivité. Et j'appartiens à ce monde. Je fais un. Et je vais pouvoir développer qui je suis. Je vais pouvoir me reconnaître vis-à-vis de moi-même. On me fait signe que l'heure vient de tourner, il fallait qu'on arrête. Mais la notion de partage, c'est quelque chose qui est fantastique. Pour résumer, les entreprises doivent, une fois qu'elles vont être totalement robotisées, libérer les gens totalement du travail et libérer de l'argent. La société, du coup, va se libérer totalement de tout cela. La répartition, la distribution va se faire équitablement par une intelligence qui va être mondiale, qui sera pilotée par des humains, bien sûr, mais un collège mondial de guidance aidé, assisté en cela par l'intelligence artificielle qui sera là pour voir, comprendre, entendre, comprendre les besoins, les nécessités et lancer les idées de production pour pouvoir redistribuer équitablement. C'est ça, en fait, le paradisme, la notion du partage. Ensuite, il y aura le partage de toutes les sciences, des technologies, l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas que l'école existe encore. C'est épouvantable, mais ça existe encore. Avec la technologie, on pourra avoir des MOOC, c'est-à-dire donc de l'éducation avec les meilleurs professeurs qui existent sur toute la planète par l'Internet.
l'éducation nationale va se transformer, hein, à être un collège de guidance éducatif avec les MOOC. Vous voyez, il y a tout un chamboulement et qui va être donné en toutes les langues, de manière à ce que tout le monde puisse avoir les meilleurs professeurs pour l'éducation. La santé, c'est la même chose. On est capable aujourd'hui d'avoir le meilleur chirurgien à tel endroit qui opère grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique, quelqu'un qui est à 1000 kilomètres de là, hein, d'une salle d'opération à l'autre. Il faut que ça se développe au maximum, que la santé puisse être à la portée de tous. C'est la meilleure santé possible et pas cette connerie que nous avons actuellement, hein, où ce sont des grands big pharma et tout le Bataclan qui dirigent. Non, ça doit être retransformé tout cela. Alors bien sûr, je vais me faire des adversaires, là, c'est sûr, voire des ennemis. Mais hein, on est là. La finance doit maintenant dire, j'ai fait mon temps, j'étais obsolète, maintenant je suis obsolète. La finance n'a plus de raison d'être. Par contre, la gestion, oui, elle doit être là, mais faite par l'intelligence artificielle. Et quantité d'autres choses qui sont des choses qui sont réparties ici sur la planète, plus ou moins équitablement, pourront très rapidement, si on a cet état d'esprit, exister et être profitables pour chacun. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ananta, Marilyn. Non, mais c'est un fantastique, merveilleux message d'espoir, le paradisme. Parce que de plus en plus, on le voit autour de nous, pas que dans les pays francophones, partout sur la planète, les gens se posent des questions en se disant, mais on a tout essayé, la gauche, la droite, le milieu, le dessus, le dessous, il y a rien, les gens sentent que c'est la fin d'un système. Mais la grande question, le grand point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place, qu'est-ce qu'on met à la place, et le paradisme est une réponse fantastique. Et puis, pardon, comme l'a très bien introduit Marilyn au début de l'émission, rappelons-nous que ce système-là, c'est une information qui nous a été transmise par nos créateurs, les Elohim, donc cette civilisation extraterrestre qui a des milliers d'avance, des milliers d'années d'avance de science, de technologie et de sagesse, surtout sur nous, en disant mais chez nous, nous avons mis en place ce système-là, donc le paradisme. On vous propose de faire la même chose. Chez nous, ça marche. Les gens vivent heureux, épanouis, c'est fini, il n'y a plus d'histoire d'argent, de travail forcé. Donc on vous propose, ils sont même tellement pleins d'amour pour nous et d'humilité qu'ils nous disent, mais si vous trouvez mieux, eh ben faites mieux. Déjà, si on fait le paradisme, Jean-Pierre, Marilyn, je crois qu'on sera déjà bien content. On verra après si on arrive à faire mieux. Mais je trouve que c'est un fantastique message d'espoir, surtout en ce moment avec ce qui se passe, ça bouge sur la planète. Les gens, les gens aussi ont peur. Tu parlais tout à l'heure de l'épargne, mais c'est là où on marche sur la tête, c'est que on fait de plus en plus peur aux gens. Plus les gens ont peur, plus ils mettent des sous de côté. Plus ils mettent des sous de côté, plus ça bloque l'économie qui, elle, est censée normalement bouger, se mouvoir. Et du coup, on pleure en disant, bah oui, mais ça coince tout. Bah oui, vous faites peur, donc les gens, ils coincent. Enfin bon, je ne veux pas re-rentrer dans ce détail-là, mais le paradisme, c'est vraiment un message d'espoir. Bon, il n'y a pas que le paradisme qui est un message d'espoir dans ce que nous ont transmis nos pères, les Elohim, mais c'est un formidable message d'espoir pour l'humanité sur Terre. Mais c'est surtout aussi la notion d'amour. Parce que rentrer dans le paradisme, d'un seul coup, on regarde l'autre plus du tout avec le même regard. C'est là que le pilier central du paradisme, je vois, tu as un beau palmier ou cocotier derrière toi, mais le paradis, c'est un arbre. Et le tronc principal de cet arbre, c'est l'amour. Après, les branches, les branchettes, les feuilles, les fleurs, voilà, le partage, le progrès, les fleurs, c'est le bonheur, hein, une fois que tout est bien. Mais le tronc principal, c'est l'amour. Donc, on revient au premier épisode, rien ne se fera s'il n'y a pas le tronc principal. Un arbre, il ne peut exister que s'il a un tronc bien enraciné. Eh ben nous, ce sera l'amour, le tronc de l'arbre. À partir de là, on pourra faire des jolies branches et des jolies fleurs. Voilà. Ok, bonne conclusion. Le mois prochain, on parlera donc justement
du génie créatif, de la guidance, d'un nouveau modèle de société qui est guidé différemment. On va évacuer la démocratie, le communisme, le machin, enfin tout ce qui existe comme système. On va parler de guidance. Une guidance qui est particulière puisqu'elle sera confiée au génie créatif et à l'amour. Il ne pourra pas y avoir 36 solutions. Cette guidance ne pourra être faite que planétairement, continentalement, provincialement, localement, qu'avec des gens qui seront aptes à, je dirais, à passer certaines épreuves de recrutement avant d'être des proposeurs de quelque chose. Il faut d'abord qu'ils soient aptes à être les meilleurs de notre humanité, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est malade chez nous, on cherche le meilleur médecin pour pouvoir le soigner et on se décarcasse pour le trouver et on ne fait pas la même chose avec cette société qui elle aussi est malade actuellement. Il faut aller chercher les meilleurs d'entre nous parce que comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, il y a 0,5 à 5% de gens qui sont des génies sur la Terre, des gens qui sont capables d'apporter des idées remarquables. Il faut les reconnaître, il faut les aider à s'épanouir, à se développer et puis à prendre des responsabilités. À prendre, parce que c'est de leur devoir, avec une grande intelligence, avec beaucoup d'amour, de se mettre au service de l'humanité. On verra ça donc la prochaine fois. Ce sera donc cette notion donc, de guidance des peuples de la Terre. Voilà, je vous souhaite un bon mois. Enfin, Merci. pas moi. Un bon toit. Je vous souhaite un bon toit aussi. Oui, quand il pleut, ça peut être utile. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour pendant ce mois qui va passer. Et puis rendez-vous donc à la fin du La mois. prochaine date, c'est le 26 octobre, je crois, c'est ça? Le 26 octobre. Samedi 26 octobre. Voilà. Premier volet de la guidance. La guidance, ce sera l'épisode numéro 1. Voilà. Merci à vous quatre, à nous quatre, donc Marilyn, à toi Ananta, l'homme qui est dans l'ombre qu'on n'entend pas mais qui fait tout le travail au niveau technique. Merci Evangelos. Merci Jean-Pierre, merci, je t'en prie. Merci. Et merci à vous public qui nous entendez, oubliez qui allez nous entendre, donc à tout bientôt, donc au mois prochain. Jingle. Très belle fin de journée. Merci. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre.